Merci beaucoup. Oui. C'est bon? C'est bon. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Yaskou. Merci au coordinateur et merci à la directrice. Au nom du président d'Amnesty International Mali, moi je suis Aïssata Diko, je suis membre du bureau exécutif. Et au nom de tous les membres du bureau exécutif, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse qui se passe sur le rapport d'Amnesty International sur la situation des droits humains dans le monde entier. Alors, au nom du BE et à tous les membres d'Amnesty International, je vous souhaite la bienvenue et bonne séance à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci, Madame la vice-présidente d'Amnesty International Mali. Comme vous constatez, aussi Amnesty, c'est la promotion de la jeunesse, mais surtout des femmes encore plus normales. En cette période où les femmes sont en train de montrer qu'elles ne sont pas assistantes, mais qu'elles participent, on va dire, activement, de la plus meilleure des façons de l'action de développement. Donc, je remercie à Amnesty International pour cette vision éclairée que d'autres structures vont naturellement suivre. À présent, nous allons passer la parole à la directrice d'Amnesty International Mali, une femme, je ne voudrais pas tellement le dire, très battante, puisqu'elle est au fond de toutes les causes, on va dire, des démunis, et surtout ceux dont les droits sont violés. Elle s'appelle Mme Ramata Guissé, elle est directrice exécutive d'Amnesty International Mali. Ok, merci M. Yaskou. Et bonjour à tout le monde, chers invités. En vos rangs, grades et qualités, et je vous souhaite à la suite de la vice-trésorière la bienvenue. Et nous vous remercions d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Et comme la vice-trésorière vient de le dire, aujourd'hui Amnesty International lance son rapport international à travers le monde. Ce rapport couvre 149 pays, dont 35 pays en Afrique subsaharienne, dont le Mali. Donc ce rapport, c'est un rapport volumineux de 500 pages qu'on n'a pas pu publier en version dure, mais à la fin du lancement, nous allons vous donner le lien pour accéder au contenu, à l'ensemble du contenu de ce rapport. Et nous présentons également nos excuses par rapport aux coquilles que vous allez rencontrer dans la copie due, dû au fait que c'est hier que nous avons reçu la version en anglais. Donc la traduction de l'anglais au français a laissé glisser quelques erreurs, quelques fautes, et nous nous en excusons d'avance. Donc tantôt, comme je vous le disais, ce rapport présente une partie sous la sous-région Afrique. Et spécifiquement, dans cette partie, il y a une entrée pays. Donc nous avons une partie consacrée à chaque pays. Donc ce matin, nous allons nous consacrer au cours de ce lancement à la partie concernant le Mali. Donc ceci étant, je m'en vais vous présenter cette partie. Avant de commencer, je vais d'abord vous dire que la grande partie de ces enquêtes ont eu lieu quand le président Ibeka était au pouvoir. Et donc aujourd'hui, Dieu a voulu que le lancement se fasse sous la présidence du président Bandao, avec comme premier ministre Mokhtar Wane au lieu de Boubou Cissé. Les groupes armés et les forces de sécurité ont commis des crimes de droit international en toute impunité. La police a fait usage d'une force excessive, notamment contre les manifestants, des militants et des représentants de l'État liés au gouvernement précédent ont été arrêtés et détenus arbitrairement. Les autorités n'ont pas suffisamment agi pour protéger les femmes, les filles des mutilations génitales féminines. Des personnes faisaient l'objet de discrimination en raison de leur statut social présumé. Le conflit en cours et la pandémie de Covid-19
ont gravement nui au droit à la santé et à l'éducation. Le contexte. Les élections législatives tenues en mars et avril ont provoqué une crise politique. En juin, un mouvement de contestation du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta a vu le jour, rassemblant plusieurs mouvements et associations. Le Comité pour le salut du peuple a destitué le président et son gouvernement en août par un coup d'État. La situation sécuritaire demeurait précaire sur l'ensemble du territoire national et particulièrement dans les régions du centre à cause du conflit et de la présence des groupes, notamment le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans JISIM, l'État islamique au Grand Sahara et des milices d'autodéfense autoproclamées. Les exactions perpétrées par les groupes armés. Les groupes armés ont commis des crimes de guerre et d'autres exactions, se rendant coupables notamment de dizaines d'attaques contre les populations civiles. Les attaques du village de Sinda, 14 civils tués, Ogosagou, 35 tués et 3 blessés. Ensuite, le sort de 19 disparus, toujours inconnus à la fin de l'année. En juillet, des hommes armés appartenant semble-t-il au GSIM ont attaqué plusieurs villages des communes de Tori et Djalassagou, tuant au moins 32 civils. Les groupes armés ont aussi pris la MINUSMA comme cible. La mission a compté 2 employés tués et 40 blessés entre janvier et septembre 2020. En fin d'année, le village de Farabougou a été assiégé par les groupes armés, empêchant ainsi les paisibles populations de vaquer à leurs occupations. Enlèvement. Les groupes armés sont cités dans plusieurs dossiers d'enlèvement survenus dans le centre et le nord du pays. Nous avons le cas d'au moins de 3 candidats enlevés lorsqu'ils battaient campagne, notamment l'enlèvement de Soumaïla Sissé et son équipe de campagne. Cet incident a coûté la vie au garde du corps de l'honorable Sissé. Exécution extrajudiciaire. Entre le 3 février et le 10 mars, au moins 23 civils ont été tués par des militaires dans le cercle de Nyono, région de Ségou. Et au moins 27 ont été victimes d'une disparition forcée. Selon la MINUSMA, des membres de la garde nationale ont tué 43 personnes parmi la population civile en juin, à la suite d'une patrouille effectuée conjointement avec un groupe de Donzo dans les villages de Binedama et de Yangasadou. Recours excessif à la force. Le 7 mai, à Sikasso, les forces de sécurité ont tiré à munitions réelles pour disperser des manifestations. 5 manifestants ont été blessés et 1 a succombé à ses blessures. Le 11 mai, un motocycliste de 17 ans a été tué à Caille lors de son arrestation par un policier qui n'était pas en service. Ce fait a également coûté la vie à 2 autres personnes, dont un jeune de 12 ans qui faisait partie des manifestants entre le 10 et le 12 juillet. Les forces de sécurité ont ouvert le feu sur des manifestants à Bamako, la capitale. Arrestation et détention arbitraire. Le 9 mai, alors qu'il circulait en voiture à Bankoni, un quartier de Bamako, Clément Dambélé, un militant anticorruption, a été enlevé par 8 agents encagoulés des services de renseignement. À la suite du coup d'État d'août, plusieurs hauts représentants de l'État et officiers de l'armée, dont le président de la République, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale qui étaient en exercice à l'époque, ont été détenus illégalement sans inculpation. Le droit à la santé. En juin, des organisations humanitaires estimaient que 23% des centres de santé maliens n'étaient pas opérationnels ou ne l'étaient que partiellement du fait de la restriction budgétaire ainsi que des répercussions de la pandémie de Covid-19 et du conflit sur les services publics. Droit à l'éducation. Selon l'UNICEF, 1 261 000 écoles étaient fermées en mars,
en raison de la menace constante que représentaient les groupes armés. 370 élèves et 7500 enseignants étaient concernés, s'y ajoutent les 12 mois de grève des enseignants. Discrimination. La discrimination fondée sur le caste ou le statut social demeurait courante et entraînait souvent des violences. En juin 2018, le chef du village de Djandjoumé, dans la région de Kaï, avait expulsé une famille de ses terres agricoles car il la considérait comme ayant un statut social inférieur. En septembre, après que la justice eut confirmé la légitimité du droit foncier de cette famille, 4 hommes opposés à la discrimination que celle-ci avait subie ont été battus à mort par un groupe de villageois et 3 autres personnes, dont une femme de 80 ans, ont été grièvement blessées. Les autorités ont arrêté 11 personnes soupçonnées d'être impliquées dans ces homicides. La procédure judiciaire était en cours à la fin de l'année. Violences faites aux femmes et aux filles. En juin, le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes a pointé du doigt le fait que les pouvoirs publics n'avaient pas érigé les mutilations génitales féminines en infraction. Ce qui, selon lui, permettait aux auteurs de ces faits de bafouer les droits des femmes en toute impunité. Un projet de loi visant l'interdiction de ces pratiques a été présenté en 2017, mais n'a pas encore été adopté. Le droit à la vérité, à la justice et à des réparations. En janvier, la Cour d'assises de Bamako a ordonné la libération à titre provisoire d'Amadou Aya Sanogo, ancien dirigeant d'une junte, et de 17 de ses co-accusés. Ces hommes avaient été inculpés en décembre 2013 d'enlèvement, d'assassinat et de complicité d'assassinat dans une affaire relative à l'homicide de 21 militaires. D'autres cas d'impunité, notamment le procès d'Al-Hassan Ag Abdul Aziz Ag Mohamed devant la CPI, a débuté en juillet, y compris le dossier concernant l'attaque de l'hôtel Radisson Blues depuis 2015. Je vous remercie. Merci, Madame la Directrice, pour ces précisions sur ces différents volets qui sont prises en compte par le rapport. Alors, j'aimerais retourner vers les coordinateurs s'ils ont des ajouts. Alors, à l'aperçu la directrice sur la bandouille. Au cas où nous ajoute, si les gens n'ont pas, nous allons Oui, Yassoul, merci beaucoup. Soit la députation dit, donc elle a parlé des 35 pays d'Afrique, vraiment. Ça veut dire également que nous sommes intéressés des pays en Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et peut-être en Afrique. Donc ça c'est très important aussi. Peut-être s'il y a des questions sur ça, nous pourrons vous apporter des éléments de réponse. Madame a tout dit vraiment dans son intervention. Merci Salif. Ça va me poser. Oui, au risque de répéter mon collègue Salif, nous sommes là pour vous éclairer sur le rapport sur l'Afrique. Vous allez constater sur les 500 pages du rapport annuel, il y a aussi une présentation par région. Il y a la région Afrique qui est bien servie aussi par rapport à ces rapports de cette année. Vous allez constater aussi que nous sommes revenus un peu à l'ancienne formule de la présentation du rapport quand vous allez avoir le document en ligne. Il présente désormais le rapport en début d'année qui retrace tout ce qui s'est passé l'année antérieure. Nous avons voulu faire des rapports en décembre. On a constaté que ça fait beaucoup de charges, beaucoup d'activités. Donc ces rapports, comme la directrice l'a évoqué, c'est un rapport de 500 pages qui retrace les violations de la situation des droits humains dans le monde, dans 149 pays. Nous avons voulu faire focus cette année sur le Mali spécifiquement, parce que c'est là où on est et c'est aussi ce qui exprime aussi ce qui se passe dans la région Afrique, singulièrement dans la région du Sahel.
Donc, on est à vous pour des questions. Voilà ce que je pouvais ajouter. Merci Touré, je sais que les sujets qui concernent M. Amadou Aya Sanogo, qui sont très récents, et aussi l'enlèvement de l'acteur anticorruption Clément Dambélé, et ont défrayé la chronique dans la presse. Je sais que les confrères ont envie d'en savoir plus. Et nous allons passer tout de suite, comme j'ai dit, à l'étape la plus importante, bien sûr, de confirmer cette activité de presse qui consiste pour les journalistes de questionner Amnesty International sur différentes visions, sur différentes déclarations et sur différentes actions qui concernent le droit de l'homme. Alors, chers confrères et chers consoeurs de la JD, je l'avais promis, chaque fois que nous parlons de confrères, nous parlons de consoeurs, donc nous sommes à vous. Je vois d'abord les mêmes, je vois Abdoulaye Fama, excusez-moi, je ne sais pas tout le monde, mais non, ceux qui connaissent directement, je vais dire leur nom. Abdoulaye Fama, Koulibaly. Ah, André, ton nez est attaché. André Traoré, Radio Télédou, Abdoulaye Fama, M7. Qui d'autre? Amadou Kodjo de Kerogan. Afrique Info Mali. Sud-Afrique Info Mali. Ah, le site Afrique Info Mali. Ok, d'accord. Afrique Info Mali. Qui d'autre? Jean Soumba. Nandi.net. Nandi.net. Ok. Jean Soumba. Yacouba. Yacouba Traoré. Info Plus. Le Focus. Ah, le Focus. Oui, ok. Ils sont à 5, on peut continuer, hein, voilà. Saïdou Bindo, Maligette. Saïdou Bindo, Maligette. Ok. 6 confrères et 0 consoeurs. La petite bien Jean. Oui, madame. Aïssata Koulibaly. Oui. Lorgan. Lorgan, madame. ORTM. Vous voyez pourquoi j'insiste que les femmes prennent la parole, parce que c'est très important. Elles disent ainsi que les hommes ne disent jamais, et ce qu'elles disent sont plus pertinentes que ce que nous disons. On a plus d'avancer et nous font passer. Alors, nous allons commencer avec les questions. Abdoulaye Fama Koulibaly, il va prendre la parole sur ces questions. Monsieur le coordinateur, vous allez commencer avec les questions. Moi, je suis du journal L'Ami du Peuple. Je dis que je suis là avant de l'Ami. Ma première question s'intéresse au massacre du 10, 11 et 12 juillet 2010. Lequel massacre a eu lieu à Grotten, à l'Assemblée et devant la mosquée de Mohamed. Vous n'en avez pas fait cas, peut-être que je n'ai pas entendu. La deuxième question concerne l'amnistie de Sanogo et le 17 août. L'action publique, qu'en êtes-vous fait de cette action publique? Ils sont libres parce que les victimes ont été dédommagées. L'action publique ne continue-t-elle pas? La troisième question, ça c'est les enlèvements par les services de sécurité. Les services de sécurité, il faut en parler. Il ne peut pas enlever les gens comme Clément et autres et aller sans passer par un OPJ, officier de police, je ne sais pas, par la gendarmerie ou bien par la brigade. C'est l'action répressive des organisations de la société civile qui peut mettre fin à cette pratique. Voilà les trois aspects de ma question. Je vous remercie. Merci beaucoup, Abdoulaye Fama, l'ami du peuple. André Traoré. Bonjour. En fait, moi, j'ai deux petites préoccupations. La première est de savoir, dans votre rapport, est-ce que vous avez fait cas des exactions courant 2020 au Mali, que ce soit commis par les femmes, ainsi que les groupes armés, les terroristes? Est-ce que vous avez fait cas de ces exactions au Mali? La deuxième est de savoir, sur la situation de Bounti, il y a eu de la discorde entre le rapport de l'aménagement et ce qui a été fait par l'armée française. L'armée française a absolument frappé les terroristes. De l'autre côté, l'aménagement a fait que ce sont les peuples citoyens qui auraient été abattus par l'armée française.
vous, en tant qu'organisation des droits de l'homme, quelle analyse faites-vous sur cette situation? Et selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la vérité soit établie dans cette situation? J'en ai terminé. Merci. Merci, M. André Traoré. Ahmad Kodjo, African Forum. Ok, merci bien. Le docteur Ablaye a commencé à implémenter. J'ai quand même des petites préoccupations. Il n'a pas écrasé, hein? Non, pas du tout. J'espère bien. En fait, ma première question est de savoir, chaque année, il est attendu de l'Amnesty International un rapport et chaque année, les cas sont de plus en plus graves. Les chiffres nous sont augmentés. Est-ce que vous ne ressentez pas un peu de regret? Est-ce que l'objectif n'est pas vraiment de chercher à réduire ces chiffres-là? Parce que chaque année, c'est vraiment... Parce que Amnesty ne s'inquiète pas davantage de la violation des droits de l'homme d'année après année. Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour que les chiffres aillent en baisse? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question est de savoir, à chaque fois, nous constatons au cours de l'année que l'armée malienne, par exemple, depuis le déclenchement de cette guerre, l'armée malienne est de plus en plus accusée des actions sur le terrain, alors que l'armée de son côté se défend en disant qu'il est le plus souvent attaqué par ces mêmes personnes qu'il vise. Est-ce que dans ce cas-là, est-ce qu'il n'y a pas d'incohérence? Comment Amnesty arrive à vraiment synthétiser cette affaire-là? Merci. Merci, Amadou Kodjo. Jean Soumba Namdi. C'est Jean Soumba Namdi.net. Soumba ou Soumba? Soumba. M-A-H à la fin. Alors, je vous remercie, madame. Moi, mon inquiétude se situe à deux niveaux. Si vous parlez de droits humains, ma question est de savoir, ces forces de sécurité ne sont-elles pas des humains? La deuxième question, chaque fois dans vos rapports, vous parlez des bilans concernant les victimes civiles. Mais dans vos rapports, on ne voit jamais l'accent mis sur le bilan concernant les victimes militaires. Pourquoi c'est là? C'est ma question. Merci. Merci, M. Jean Souman. Yacouba Traoré, le Focus. Merci, bonjour à toutes et à tous. Moi, ma question c'est une observation. Quand on parle des droits de l'homme, on a tendance le plus souvent à penser des exactions. J'ai un constat que dans votre rapport, vous n'avez pas entendu parler, par exemple, du droit d'accès à l'eau et l'assainissement. Alors qu'aujourd'hui à Bamako, vraiment, si on peut parler du manque de droits à Bamako ici, aujourd'hui, les gens n'ont pas accès à l'assainissement, c'est pas l'assainissement. Est-ce que vous avez fait cas? Ou bien cela n'est pas dans votre domaine? Merci, M. Traoré. Saïdou Guindo, Malgaïs. Bonjour tout le monde, moi c'est Saïdou Guindo. Ma question c'est de savoir, est-ce qu'il ne serait pas mieux de trouver autre chose pour réduire les violations de droits de l'homme? Parce que toujours on fait des rapports, mais après ça continue toujours. Chaque année c'est des rapports, il y a des chiffres, c'est là, on sait que l'année prochaine aussi il y en aura. Qu'est-ce que Amnesty compte faire pour réduire un peu le nombre d'exactions dans les années à venir? Merci beaucoup, M. Guido. À présent, Aïssata Koulibaly, de l'Office de radio-télévision du Mali. Bonjour à tout le monde. En fait, moi, ma première question fait allusion à celle de M. Koulibaly. La deuxième question, Madame a dit les groupes de l'armée, est-ce que les forces de sécurité ont commis des crimes? Est-ce les forces armées, ça, je n'en disconviens pas. Mais les forces de sécurité, est-ce que c'est des crimes? C'est bon? Merci beaucoup, chers confrères et chers consoeurs, pour ces questions. Je pense que c'est la première manche. Nous allons passer à la seconde manche après les réponses de cette manche. Alors, nous passons la parole à la directrice et à ses différents coordinateurs pour apporter les réponses aux questionnements des journalistes. Ok, je vous remercie, et mes chers membres de la presse. Et je sais que vous avez un très grand rôle à jouer, en tout cas dans ce qui concerne le respect et la promotion des droits humains.
Parce qu'un rapport n'a de sens que lorsqu'il est publié par les médias. Et je vous remercie en tout cas pour l'intérêt que vous accordez à ce lancement. Nous allons commencer par la première question. Je vais apporter des éléments de réponse et je me ferai compléter par mes deux collègues ensuite. Donc la première question. Il a parlé des tueries des 10, 11, 12 et 13 juillet 2020. Et je crois que si j'ai bonne mémoire, à la lecture du rapport, j'ai mentionné ces tueries. Amnesty a eu à mener des enquêtes dans le district de Bamako ici. Et nous avons même eu à faire une déclaration à l'endroit des autorités pour exiger qu'il y ait des enquêtes autour de ces tueries. Et dans le rapport, c'est mentionné. Peut-être que vous n'avez pas prêté attention. Sinon, on en a bel et bien parlé. Et on a même eu à poser des actes à l'époque. Voilà. Madame, je veux ajouter qu'on est même allé plus loin. C'est que la force atomée à Sikasso, vous vous rappelez, il y avait une autre à Sikasso. Donc, Amnesty même a rapporté ça, plus les 10, 11, 12, l'événement de 11, 12. Donc, c'est une activité que nous pratiquement qui Amnesty m'a rapporté. Ça commence de Sikasso, c'est la force atomée. Donc, on a inquiété spécialement sur les violations commises par la force atomée. Ok. Et je voudrais ajouter que ça répond un peu aussi à la question qui parle de fuite des forces de sécurité par rapport aux forces armées de défense. On demande à la suite de toutes ces exactions ou de tous ces incidents qu'il y ait des enquêtes. Et je ne sais pas si vous avez aussi vu, MINUSMA a fait un rapport détaillé encore sur les 11, 12 et 13, où on parle des 14 victimes tuées. Et jusque-là, on demande qu'il y ait des enquêtes officielles par rapport à cette situation et par rapport aux autres incidents. Et c'est au niveau du chapitre des recours à l'usage excessif de la force qu'on en parle. Et ce qui s'est passé aussi à Caille, par exemple. Ok, merci. Et la deuxième question porte sur l'amnistie de Sanogo. Il a parlé si l'action publique devait s'arrêter. Bon, normalement, un principe de droit dit que le désistement de la victime ne doit pas mettre fin à l'action publique. L'action publique, une fois déclenchée, ne peut pas s'arrêter. Donc, normalement, cette réparation accordée aux victimes, ce pardon, en tout cas entre guillemets des victimes, ne devait pas mettre fin à l'action publique. Mais ce qui est sûr, il y a une loi qui a été votée dans le seul but d'amnistier Sanogo et ses co-accusés. Et même là, il y a mal donne quelque part. Parce que cette loi, elle a été votée bien avant, après la commission des faits. Parce qu'on dit que la loi ne rétroagit pas. Donc cette loi devait en tout cas couvrir les actions postérieures à son adoption. Mais le procès de Sanogo ne devait en réalité pas être couvert par cette loi. Étant donné que la loi ne rétroagit pas, ce procès avait déjà commencé et avait été suspendu. Normalement, il devait suivre son cours, même après l'adoption de cette loi. Mais il y a 2 poids et 2 mesures. Cette loi a été votée uniquement dans le but d'amnistier Sanogo et d'autres auteurs de violations graves des droits humains, notamment les groupes radicaux, les groupes armés qui opèrent dans les régions du nord et du centre et partout ailleurs d'ailleurs au Mali. Mais normalement, le cas de Sanogo ne devait pas être couvert par cette loi. Cette loi ne devait pas couvrir en tout cas le procès Sanogo. La loi, partout, c'est un principe universel, la loi ne rétroagit pas. Et l'évoquer pour en tout cas amnistier Sanogo et ses co-accusés démontre une volonté et l'absence d'une volonté politique au niveau des autorités du Mali d'aller vers une véritable réconciliation. Parce que tant qu'il n'y a pas de jugement, il n'y aura pas de réconciliation. Et sans réconciliation, il n'y aura jamais de paix. Donc cette loi, c'est une prime à l'impunité. Et ça va créer des précédents. Et ça va encore aggraver la crise, aggraver la mésentente, instaurer en tout cas le climat de revanche qui ne favorise pas du tout le Mali actuel.
Et voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Merci madame. Oui. Par rapport à cette loi, oui. Il y a 2 ans, nous étions dans la même salle. Nous avons empêché le vote de cette loi. En 2018, lors de l'EID, vers la clôture, nous avons, madame la même directrice a fait une déclaration contre cette loi. Mais à la clôture de l'EID, le Premier ministre qui était gouverné à ce temps, il s'est dit que les pétitions ne peuvent pas les empêcher de faire voter cette loi. Il a fait cette déclaration comme ça. Nous, on avait prévu une marche et on a mis en place une coalition de 51 organisations qui se réunissaient à Amnesty pour empêcher le vote de cette loi. Et je crois que la loi a été votée dans la zone 1h, 2h du matin. Ça a été adopté, 1h, 2h du matin, la loi a été votée. À l'instant même la loi de promulgation également a été fait la même chose. Les personnes n'ont pu vraiment c'est ce qui fait que les gens n'ont pas pu faire beaucoup de choses. Sinon, une marche était prévue, on nous a empêché la marche, on s'est retrouvés ici. On a fait la conférence de presse pour vraiment montrer qu'on est contre cette loi. Parce que c'est une loi qui favorise, qui renforce l'impunité au Mali. Donc même l'article 3 et 4 de cette loi-là, vraiment, ils disent que vraiment les plus grands cas d'impunité est contre ça. Mais on n'a pas compris. Pourquoi on ne s'est pas référé à l'article 3 et l'article 4 de cette loi pour le jugement des salauds. Voilà un peu ce que je voulais ajouter, ce que madame la directrice a dit. Tu as autre chose à ajouter? Ok, ça marche. Et ta troisième question, elle est relative à l'enlèvement perpétré par les services de sécurité, notamment la sécurité d'État. Et par exemple, le cas de Clément. Ce sont des enlèvements extrajudiciaires qui sont perpétrés en violation des droits de l'homme. Parce que personne n'autorise une personne à enlever quelqu'un, à l'arrêter, sans passer par les voies réglementaires. Donc, avant que la sécurité d'État n'arrête comme ça, les gens, il y a toute une voie qui est là. Les procédures sont bien décrites dans les tests. Et normalement, on doit passer par ces procédures. Donc, ce sont des enlèvements, des arrestations qui sont perpétrées en violation des droits fondamentaux des citoyens. C'est tout ce que je peux dire à ce niveau. Ce n'est pas normal. Et ce que Amnesty peut faire, c'est de dénoncer. Amnesty a toujours dénoncé les arrestations perpétrées par la sécurité d'État. Nous avons, chaque fois que nous en sommes informés, alerté les autorités. Nous les interpellons pour leur dire que c'était des violations. Même dans le cas de Clément, Amnesty a réagi. Amnesty a fait une déclaration et nous avons saisi les autorités en son temps pour dire que ce n'était pas normal, que normalement Clément devait être libéré et que les voies et procédures devaient être en tout cas retenues pour en tout cas le traduire devant les justices si toutefois il y avait de quoi lui reprocher. Voilà ce que Amnesty peut faire. Donc, je crois que ça, c'était le premier intervenant. Le deuxième intervenant, oui? Oui, André, courant 2020. Bon. Il y a eu des cas d'exaction en 2020, pourquoi ce n'est pas dans notre rapport? Bon, je crois qu'on a parlé des cas d'exaction perpétrés en 2020 dans le rapport. Donc, vous aurez le temps de lire le rapport en profondeur lorsque vous allez recevoir en tout cas le lien, parce que nous, c'est une synthèse concernant certaines parties du Mali que nous avons faite, mais nous allons vous donner le lien pour que vous puissiez accéder à l'ensemble du contenu du rapport. On a parlé des exactions commises par les FAMA et aussi par les groupes armés. On a mentionné le tout. Et par rapport à la situation de Bounti, il y a effectivement divergence entre deux rapports. Le rapport produit par la force Barkhane et le ministère de la Défense et le rapport produit par la MINUSMA. Et j'avoue que nous, dans un premier temps, on s'était intéressé à cette affaire. Dans la mesure où on a enquêté, on est allé jusqu'à dénicher des victimes qui étaient blessés, qui ont pu échapper aux frappes, qui étaient deux victimes qui étaient hospitalisées au niveau de l'hôpital de Sominé Dolo de Mopti. Lorsqu'on a voulu contacter les victimes, et à notre grande surprise, ils ont été enlevés d'après eux, leurs proches, par des gendarmes. Et ensuite, on a appris qu'on les a transférés au camp 1.
Donc, on a écrit au camp 1 pour savoir réellement la destination de ces victimes. Mais à notre grande surprise, ils nous ont dit qu'ils n'ont reçu personne venant en tout cas de l'hôpital et qu'ils n'ont reçu aucune victime. On a voulu associer la CNDH à la démarche et ça a été la même réponse venant du camp 1. Donc voilà, et au niveau en tout cas, de ce qui vient d'être fait, de cette contradiction, ce que nous conseillons, c'est qu'il y ait en tout cas une autre enquête parallèle, que les autorités maliennes mènent une enquête parallèle pour confirmer ou infirmer ce que la MINUSMA a dit. C'est la seule alternative. Et nous exigeons qu'il y ait en tout cas des enquêtes, que des enquêtes soient menées pour situer les responsabilités et que les auteurs soient arrêtés et traduits devant la justice. Voilà pour le moment la position d'Amnesty. Si vous avez des compléments d'information à ce niveau. Je crois que vous avez beaucoup dit, mais je voudrais juste que les gens se rappellent de l'article 9 de l'accord de défense entre le Mali et la France. Parce que selon l'article 9 là, même si des bavures sont faites par l'armée française, elle n'est pas responsable. C'est le gouvernement qui est responsable, c'est ce qui est dans l'accord de défense. C'est qui est très important. Même si ça révèle aujourd'hui que l'armée française a fait des violations massives ou des graves atteintes nocives. Donc, elle ne va pas tenir responsable ce qu'elle a fait. C'est le gouvernement du Mali qui va tenir responsable. Parce que le gouvernement a signé l'accord de défense. Dans son article 5, il dit que toutes les bavures commises par l'armée française, c'est le gouvernement malien qui en est responsable. Mais dis-moi, c'est une autorité étrangère qui dénonce. La MINUSMA, elle est un démembrement des Nations Unies. Donc cet accord est d'emblée cassé. L'accord de défense Mali-France est d'emblée cassé dès lors que c'est une institution des Nations Unies qui dénonce ces exactions-là. Alors, nous ne tenons pas compte de cet accord. Alors, je pense que ce débat sera mené ailleurs parce que ce débat ne concerne que le gouvernement qui va décider de est-ce que l'accord est toujours, on va dire, politique ou pas. Amnesty International ne peut pas décider de cela ici. Non, en fait, le constat, en fait, on conclurait, on peut se dire simplement que cela peut expliquer la position actuelle du gouvernement. Mais cela est révélateur de tout ce qui se passe par rapport aux dénonciations faites, que ce soit fait par Amnesty International ou par la division des droits de l'homme de la MINUSMA. Même pour le cas Sanogo dont on parlait, les 21 bureaux rouges, quand on faisait les rapports au début, la réaction du gouvernement, les premières réactions, c'était de nier en fait. Mais après, la vérité est sortie. Donc ce qu'on demande, ce que madame a évoqué, c'est des enquêtes indépendantes qui doivent être sérieuses, qui doivent être menées par rapport à chaque situation. Voilà, nous allons continuer. Donc nous allons arriver à M. Kodjo qui disait que est-ce que vous ne ressentez pas un regret? Qu'est-ce qu'il faut pour faire baisser les chiffres? Les exactions des femmes, incohérences, comment compte synthétiser? Donc je crois que cette question rejoint une question qui a été déjà posée sous une autre forme. Bon, si vous parlez de sentiment de regret, Amnesty, chaque fois qu'il y a violation des droits de l'homme, nous ressentons plus qu'un regret. Nous sommes préoccupés par la situation des droits de l'homme. Parce que nous, notre travail, c'est de protéger les droits humains, c'est de faire la promotion des droits humains. Donc chaque fois que, quelque part ailleurs, à travers le monde, pas seulement au Mali, que les droits humains sont violés, nous sommes heurtés dans notre sensibilité. Donc ce que nous pouvons faire, et comme je l'ai dit tantôt, c'est de dénoncer, c'est d'interpeller les autorités étatiques pour les amener à faire face à l'évidence, à prendre les responsabilités, à mener des enquêtes, à situer les responsabilités et à traduire les auteurs devant les juridictions. Voilà à ce niveau ce que moi je peux dire. Ce que nous ressentons, c'est plus qu'un regret. Parce que ça nous heurte directement dans nos valeurs et dans nos principes. Ok, merci madame. Je voudrais juste un peu compléter ce que madame vient de dire. Oui. Nous avons une approche particulière pour réduire ces données statistiques sur les violations et les actes de droits humains. Comment nous faisons? Nous menons d'abord des recherches. Quand nous faisons des recherches, et nous publions les rapports de ces recherches comme nous sommes aujourd'hui. Et ensuite, nous organisons vraiment des rencontres de haut niveau avec les décideurs. Par exemple, le président de la République, le ministre de la Justice. Et maintenant, c'est dans le cadre des plaidoyers. Et maintenant, nous déclenchons des activités, des actions publiques, ou des actions de plaidoyer ou des actions militantes.
pour amener les autorités vraiment à répondre à leurs actes. Ou encore, nous proposons aussi des réformes. Par exemple, aujourd'hui, il y a une loi relative aux défenseurs des droits de l'homme. Amnesty a vraiment lancé une grande campagne pour protéger les défenseurs des droits de l'homme. Et au Mali, nous sommes parvenus vraiment avec les autres pour avoir une loi qui protège les défenseurs de l'homme, y compris vous les journalistes aujourd'hui. Donc c'est une façon de réduire également les violations des droits de l'homme. Quand un journaliste est victime de violations, et peut saisir la CNDH pour dire que vraiment j'étais victime de ça. Donc c'est la loi dit. Donc les personnes inculpées vraiment seront poursuivies. Donc nous travaillons beaucoup dans ça. Nous avons beaucoup de programmes de dédication aux droits de l'homme. Nous arrivons à sensibiliser la communauté pour qu'elle puisse connaître ses droits. C'est une façon de réduire les violations. Quand la population arrive à connaître ses droits, la population revendique ses droits. M. Mantouré est là en tant que coordinateur d'éducation aux droits humains. Donc il y a plusieurs membres de la communauté aujourd'hui qui revendiquent leurs droits. Une fois que les autres savent que les gens savent leurs droits, ils se méfient un peu et vraiment aussi. Ils ont aussi, on documente, on publie et voilà un peu ça. Et aujourd'hui nous avons des programmes phares par rapport à ça. Le coordinateur est là, il est mieux placé pour en parler. Il y a le projet aussi près avec lequel nous avons l'Union européenne. Donc il s'agit de documenter les violations ou les atteintes et aussi que les avocats et également les journalistes peuvent utiliser ce droit également pour sensibiliser, pour entraîner l'opinion publique. Donc nous contribuons beaucoup à réduire les violations là. Imaginez-vous la campagne sur la peine de mort. Vous voyez, dans les années 1960, il y avait seulement que 9 pays qui avaient aboli la peine de mort. Amnesty a travaillé sur la privatisation. En 2014, 140 pays ont aboli la peine de mort. Ça, c'est un résultat extraordinaire. Donc, nous travaillons à réduire ceci. C'est un exemple que je voulais vous dire. Ils ont pu avoir beaucoup de lois, telles que la loi contre l'utilisation des armes, la loi sur le traité du commerce. C'est pourquoi nous disons n'importe qui ne doit pas se livrer à cette pratique-là. Il y a une loi qui réglemente le commerce des armes. Donc, nous sommes parvenus en 2013 avec les autres organisations pour avoir une loi sur ça. Donc, nous travaillons à réduire les violations et les atteintes des droits humains à travers nos actions de d'éducation aux droits humains et de plaidoyer. Oui, en fait, ce que je voudrais ajouter en tant que chargé de l'éducation aux droits humains, et pour répondre sur une des questions aussi qui avait été posée par rapport à pourquoi dans ce rapport on n'a pas traité les questions d'assainissement, d'accès à l'eau. C'est vrai, un rapport, on n'a pas l'ambition de pouvoir traiter à toutes les questions. Ces questions d'accès à l'eau relèvent de droits économiques, socio-culturels. Vous avez vu, avec cette particularité de l'année 2020, nous avons traité la question du droit à la santé. Donc nous travaillons effectivement dans le cadre de l'éducation aux droits humains pour répondre aussi à une autre question qui demandait finalement, après moult dénonciations, qu'est-ce que nous comptons faire? Nous faisons déjà ce travail d'éducation aux droits humains pour informer, sensibiliser les populations, en fait pour s'attaquer effectivement aux causes sous-jacentes de ces violences qui se passent. Donc nous avons des projets actuellement et à d'autres occasions nous vous invitons à suivre ces projets qui en fait mènent une lutte farouche contre l'impunité. Donc nous avons un projet, un récent projet qu'on a nommé SLIM, soutien à la lutte contre l'impunité, que nous menons en consortium avec FIDH, AMDH et Avocats sans frontières. Mais nous, ici, nous allons travailler spécifiquement sur le volet éducation aux droits humains. Nous allons plus travailler avec les écoles, les universités et aussi les communautés à la base à travers des programmes radio que nous allons développer. Nous avons aussi le projet, je crois que vous avez déjà appris, le projet aussi près, Observatoire citoyen contre l'impunité pour la délivrabilité, où nous faisons beaucoup de formations à l'endroit notamment des médias, des journalistes, des observateurs de droits humains qui sont sur le terrain. Parce que nous avons constaté aussi que si les dénonciations viennent d'ailleurs, d'Amnesty ou de MINUSMA et autres, souvent on ne donne pas les crédits. Donc nous sommes en train de travailler à renforcer les capacités des organisations locales à pouvoir documenter ces violations sur le terrain et à pouvoir eux-mêmes dénoncer ces violations. Nous avons près d'une centaine de journalistes que nous avons à former sur ces questions aussi. Nous avons, comme mon collègue l'a dit, à former des avocats aussi qui doivent s'intéresser à ces questions
Et malheureusement, il y a peu d'avocats qui s'intéressent aussi à ces questions de protection des droits humains. Et tout cela réuni montre qu'il y a un défi énorme par rapport à la promotion des droits humains. Donc si nous arrivons à convaincre ces populations à soutenir ce que nous sommes en train de faire depuis des années, nous espérons arriver à bout de ces questions. Ok, merci. Et nous venons à la 4e question de Jean Souma. Les femmes ne sont-ils pas des humains? Pourquoi pas de bilan sur les victimes militaires? Bon, je pense que en parlant de droits humains, les droits humains sont universels. Qu'on soit femme ou civil, nous sommes des humains et nous bénéficions des droits humains au même titre. Donc, ils sont des humains et pourquoi pas de bilan sur les victimes militaires si chaque fois, et je ne sais pas, ce n'est pas le seul rapport que Amnesty produit dans l'année. Chaque fois que Amnesty fait des déclarations, chaque fois qu'il y a des exactions à l'encontre des forces de défense et de sécurité, chaque fois qu'il y a des victimes militaires, Amnesty dénonce et interpelle les autorités. Ça, c'est un travail que nous faisons quotidiennement. Nous n'attendons pas la fin de l'année pour publier et pour intervenir sur ces questions. C'est pour vous dire que les victimes, qu'elles soient militaires ou civiles, sont les mêmes pour Amnesty. Peut-être que si vous verrez dans nos publications précédentes, vous verrez que nous avons mentionné les victimes militaires et que nous avons réagi pour que, en tout cas, les auteurs de ces actes également soient identifiés par les autorités. Nous interpellons également les autorités pour qu'il y ait moins de morts que de côté civil que militaire. Voilà, ça c'était... Je crois que même on a parlé des victimes ce matin du côté de l'aménagement. Oui, ce sont des attaques que l'aménagement reçoit. Et... Je voudrais aussi ajouter le cas de l'affaire de Rouge. Je crois qu'Amnesty a suffisamment parlé de ça. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Amnesty a suffisamment évoqué ces cas-là avec tout à fait, tout à fait. Merci, c'est vous. Tout à fait, merci. Donc, la 5e question de Yacouba, il a parlé d'accès à l'eau, à l'assainissement. Pourquoi ne pas en parler? Bon, et les droits humains, c'est tout un bloc. Hein. L'accès à l'eau, à l'assainissement, au logement, à la santé, tous ces droits sont des droits humains. Et Amnesty travaille sur cette question à travers la promotion des desks, les droits économiques, sociaux et culturels. Ça fait une partie intégrante des droits humains. Donc, on s'intéresse à toutes ces questions et on parle de toutes ces questions. Nous faisons la promotion de tous ces droits à travers, en tout cas, les actions que nous menons en longueur de journée. Je ne sais pas si les autres ont... Ce que je voulais ajouter aussi, nous avons d'autres collègues. Je vois que le réseau des défenseurs des droits humains est présent. C'est une trentaine d'organisations. Eux aussi travaillent à produire des rapports sur cette thématique spécifique. Donc, c'est pour dire qu'on se complète aussi, on ne va pas toucher à tout ce que les autres font aussi. Comme je l'évoquais, nous avons mis focus sur un certain nombre de sujets parce qu'on a peu de marge de manœuvre. Un rapport de 500 pages. Le Mali, on a 2 ou 3 pages là-dedans. Donc, on a mis le focus spécifiquement sur le droit à la santé cette fois-ci avec l'avènement du Covid, qui a aussi occasionné beaucoup de violations des droits humains et du fait même de l'accès à la santé des populations, des personnels de santé, mais aussi même les mesures qui ont été prises. Les mesures qui ont été prises ont occasionné des restrictions de liberté en fait. Donc on a voulu traiter ce cas. Peut-être prochainement on aura quelque chose sur l'accès à l'eau. Peut-être que ce que je voudrais ajouter, si vous avez suivi les 17 ODD là, l'objectif de développement des Nations Unies, donc auquel Amnesty International adhère. Donc dans ces 17 ODD là, il y a l'accès à l'eau et à l'assainissement. Donc et même à l'Assemblée nationale au Mali, il y a un comité qui se charge, une sous-commission qui se charge uniquement de la question de l'eau et de l'assainissement. Donc vraiment, nous, c'est un thème d'actualité pour nous. Hein. Quotidiennement, nous travaillons sur ça parce que le droit, on a droit à l'eau, on a droit à l'assainissement. Ok, merci. Et donc, la 6e question de Seydou Guindo. Il dit que pour réduire les violations des droits humains, qu'est-ce que Amnesty compte faire? C'est-à-dire pour réduire le nombre de victimes.
Et donc, voilà, cette question a été répondue et ailleurs, et Amnesty, à travers le travail de plaidoyer, de formation à l'éducation aux droits humains, et contribue à la réduction de ce nombre. Parce que si les gens savent que, en faisant cela, je viole les droits de tel autre, c'est sûr qu'ils feront tout pour éviter de le faire. Donc, l'éducation aux droits humains est un moyen, en tout cas, pour réduire, en tout cas, le nombre des violations commises sur le territoire. Okay. La septième question de Aïssata, elle dit que les groupes armés et les FAMA ont commis des exactions. Est-ce que c'est confirmé? Oui, de part et d'autre, on constate en longueur de journée qu'il y a des exactions commises de part et d'autre. Les groupes d'autodéfense commettent des exactions et les forces de défense aussi en commettent. Mais chacun trouve des arguments pour se défendre. Les forces de défense et de sécurité, quand elles sont attaquées, en voulant se défendre, elles commettent des bavures quelquefois et involontaires. Sinon, par exemple, le cas de Diafarabé la semaine dernière, il y a eu des exactions et les femmes ont été victimes d'une attaque. En voulant riposter, ils ont tué des victimes civiles qu'ils ont confondues avec les groupes d'autodéfense. Donc, il y a des exactions commises de part et d'autre, mais chacun trouve un moyen de justifier ses agissements. Voilà ce que moi je peux dire à ce niveau. Si mes collègues ont autre chose à ajouter. Oui? Est-ce que ces civils-là, on ne peut pas les considérer comme des djihadistes aussi? Comme des djihadistes? Tu as des preuves? Oui, si tu as la preuve qu'ils sont djihadistes. On ne peut pas Parce que c'est des victimes civiles qui sont dans leur village, qui ont été attaquées dans leur village et qui ont été tuées. Bon, il faut apporter la preuve que c'est eux les djihadistes. Oui, mais moi je dis à Aïcha que votre métier est actuel. Donc vous faites énormément attention à soupçonner. Donc vous faites énormément attention à penser que est-ce que c'est une balle de victime. Sans avoir le preuve, vous risquez de faire quelque chose d'extrêmement grave. Donc c'est pourquoi c'est coincé. Merci beaucoup. Donc je crois que c'était cette question que nous avons reçue. Et si en tout cas ceux qui ont posé ces questions ont reçu satisfaction, je crois qu'on peut aller de l'avant. Nous allons ouvrir la seconde manche. Je pense que les réponses ont été assez détaillées. Nous allons faire pour respecter le timing, maintenant ouvrir la manche qui va consister à prendre encore des confrères et des consoeurs qui ont des questionnements sur d'autres zones d'ombre. Adibou, Togo. Adibou, ok. Alors moi, je ne dis pas que c'est cet organe. Moi, je voudrais savoir est-ce que Amnesty a des preuves tangibles par rapport aux exactions que vous évoquez dans le rapport. Ça, c'est la première question. La deuxième, je n'ai pas vu des recommandations. Est-ce que Amnesty a fait des recommandations pour la promotion du respect des droits de l'homme? D'accord, on va noter la question d'Agibou et on va prendre les confrères qui vont s'ajouter directement. Donc, vous notez la question d'Agibou, on y reviendra. Des confrères et consoeurs qui voudraient poser encore des questions? Est-ce que tout ça va sur, on va dire, l'ensemble des confrères qui ont parlé, il y a juste une seule Donc, on peut aller vers la réponse à cette question de Agibou. Monsieur Sogodogo, je commence par vous rassurer que Amnesty ne fait pas d'affirmation gratuite. Chaque fois que Amnesty publie un rapport ou bien que Amnesty publie en tout cas une information, c'est que nous avons enquêté, nous avons été à la source pour vérifier en tout cas ce qui a été dit, pour faire la part des choses et dire réellement ce qui s'est passé. Amnesty ne se base jamais sur la publication, en tout cas que nous rencontrons par-ci par-là sur des rumeurs pour publier des informations. Et notre crédibilité, en tout cas, en dépend beaucoup et c'est la raison pour laquelle Amnesty a des enquêteurs aguerris qui partent sur le terrain pour enquêter minutieusement et établir la vérité. Parce que c'est de ça que la population a besoin et c'est le véritable rôle d'un défenseur des droits humains. Donc, pour dire que si nous avons des preuves,
tout ce que nous avançons, nous avons des preuves. Nous pouvons par moment taire les noms de nos sources d'information pour des raisons de sécurité. Mais Amnesty ne fait jamais d'affirmation gratuite. Madame, ce que moi je voulais ajouter, avant de publier un rapport, nous le soumettons d'abord aux autorités pour vérifier si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Vous voyez ça? Et aussi, nous avons aussi notre façon d'établir la vérité ou la preuve. Nous ne nous prétendons pas par rapport à l'information. Et contrairement, nous entendons même justement des appels. Et qu'est-ce qu'Amnesty pense de cette situation? Il paraît qu'il y a 20 personnes qui sont tuées dans cette communauté. Qu'est-ce qu'Amnesty pense? Nous, on ne se précipite jamais. La radio peut dire, d'autres organisations peuvent dire, mais nous protestons d'abord par la recherche. Pour vraiment situer la situation dans son contexte. Et aussi établir toutes les preuves. C'est à partir de là maintenant que nous faisons des déclarations publiques ou des communiqués de presse. Donc nous avons toute une méthode. Et ça, là, vraiment, une fois de plus encore, un rapport n'est jamais publié sans d'abord qu'on ait l'avis aussi de certaines autorités pour confirmer ou infirmer ce qu'Amnesty a dit dans son rapport. Cela est très très important. Donc c'est pour dire que tout ce que nous disons, nous avons des preuves palpables. Ok. Donc, comme on l'avait promis, nous allons vous envoyer le lien. Je ne sais pas, au niveau de la liste de présence, s'il y a un endroit pour, en tout cas... Ah, ok. Les recommandations. Bon, et dans cette synthèse, on n'a pas fait de recommandations, mais chaque fois que nous publions un rapport, nous faisons des recommandations. Mais comme je vous l'ai dit tantôt, cette partie que nous avons présentée, ce n'est qu'une synthèse. Nous allons prendre le lien et vous envoyer la totalité du rapport où vous allez avoir beaucoup plus d'informations sur le Mali, sur l'Afrique et sur le monde entier. Ce que moi je voulais ajouter par rapport à cette question des recommandations, mais chaque rubrique en fait sous-entend une recommandation. Quand nous demandons qu'il y ait des enquêtes indépendantes officielles, c'est une recommandation en fait, par rapport au cas. Et par rapport à la question des violences basées sur les genres, des mutilations génitales féminines, nous avons dit que jusque-là, il n'y a pas une loi. Et le Mali a été mis sur les bancs par rapport par un organe des Nations Unies par rapport au fait qu'il ne protège pas encore les jeunes filles par rapport au MTF. Donc, l'État du Mali doit répondre, en fait. Donc, c'est une recommandation. Pour moi, chaque rubrique déjà sous-entend aussi une recommandation par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à ce qui s'est passé les 10, 11, 12, il y a des enquêtes officielles, qui est un dénouement par rapport à cette situation. Oui, moi, je dirais qu'une recommandation pertinente est déjà traduite en action. Donc, laquelle recommandation? Quand on a fait la recherche sur le Mali, vous avez vu, quelqu'un a posé la question sur les tueries de 10, 11, 12, ce qui s'est passé et ce qui s'est passé à Kaï. Donc, sur la base de ça, Amnesty peut-être a lancé un programme de dédication aux droits humains appelé SLIM, donc soutien à la lutte contre l'impunité. C'est ce programme où mon collègue est le coordinateur. C'est pour encore, à la base de cette recommandation, pour vraiment un peu former les communautés pour qu'elles s'approprient des droits humains et revendiquer leurs libertés et également leurs droits. Donc ça, c'est une traduction des recommandations du rapport, je vais même dire ça. Parce qu'on a déclenché une action sur le Mali, il y a l'Amnesty nationale Mali, il y a l'AMDH, il y a aussi Avocats sans frontières. C'est vraiment la traduction d'une des recommandations du rapport en action. Voilà, donc je vais juste appuyer ça et avant de dire que je pense qu'un rapport d'Amnesty, c'est une recommandation. C'est même que, en fait, Amnesty, nous voulons qu'il y ait ça, c'est l'ensemble des recommandations qu'Amnesty dans le rapport. Donc, aussi, la logistique va s'occuper du fait de partager les liens, n'est-ce pas, dans les différents boîtes de mail, pour que tous les confrères aient le rapport complet. C'est très important parce qu'il y a des questions qui ont été posées dont les réponses complètes sont dans ce rapport. Je vois une main qui se lève au fond. Oui, monsieur, allez-y. Oui, un interview. Oui, on peut le faire. D'accord. Moi, je voudrais demander à la directrice exécutive si éventuellement, au regard du rapport de 2020, comparé à 2019, qu'est-ce qu'on peut dire de l'évolution du directeur de
Est-ce qu'il y a une évolution positive ou négative? Qu'est-ce qui se passe? Quel commentaire vous pouvez faire? Bon, et je peux dire qu'il n'y a pas d'évolution significative entre les deux situations, étant donné que le conflit que le Mali traverse depuis 2012 perdure et que on peut dire que la situation des violations des droits humains ne s'améliore pas avec cette situation de crise. Le Mali doit tout faire, en tout cas, pour mettre fin à cette crise, instaurer la paix et l'entente entre les citoyens pour qu'on puisse aspirer à une situation respectueuse des droits humains. Et la situation, je peux dire qu'elle est stationnaire, elle n'a pas évolué positivement. Et je peux même dire que ces derniers temps, les violations des droits humains se sont accentuées. C'est ce que je peux vous dire. Merci. Je pense que des confrères ont voulu des versions dans un temps et cela peut faire l'interview de l'expérience. Il n'y a pas de souci. Parce que ici, ça va être difficile. La présentation. Mais si elle peut le faire, mais c'est encore mieux en interview. D'accord, je vais faire ça. Je vais essayer. Le souci, c'est quoi? C'est que ça n'était pas prévu, mais si elle veut le faire, on a plus peur que. Je vais tenter. Oui. C'est extrêmement compliqué, on va tenter. Oui, je vais tenter, je vais faire un ramassé. Voilà. Deuxième partie là. Le contexte. L'introduction et le contexte. Voilà, question-réponse, ça va mieux. Question-réponse. N bɛ se ka kumaba dɔw ɲɛfɔ aw ɲɛna an ni kunnafonidilaw ka bi barosigi a bɛ tali kɛ Amnesty International ka san yɛlɛma kunnafonidi la san o san Amnesty ni san yɛlɛmana a ye jateminɛw min kɛ diɲɛ seleke 4 kɔnɔna na ani Mali yɛrɛ kɔnɔna na hadamadenya hakɛw kan an bɛ gafe bɔ san o san décembre kalo la ka jateminɛw k'olu da hadamadenw hakili kan kunnafonidilaw wele kun de y'o ye sɔgɔmada in na ka an ka o jateminɛw jaabiw k'olu fɔ aw ɲɛna an ye jateminɛ min kɛ k'a fɔ Mali jamana kɔnɔna na ka taa salon ma yani i bɛ ka fanga ka dafiri mankan mun wulila jamana kɔnɔna na fo ka na bila i bɛ ka wulili ma ka na bandaw sigi mankan ninnu u nana ni hadamadenya hakɛw lagosili caman ye juillet kalo tile 10 a tile 11 tile 12 fo ka taa sa tile 13 ma an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko maa dɔw fara mɔgɔw fagara Bamakɔ yan dɔw fagara Sikaso wa hadamaden dɔw fana bɔnɛn'u ni na Kayi ka sababu kɛ finitigiw ka waleyaw ye an y'o kuma fɔ an ye kuma wɛrɛ jumɛn fɔ an y'a yira k'a fɔ ka taa 2012 la fo ka na bila ɲinan na kɛlɛ min daminɛna kɔrɔnfɛla la kɛlɛ in walankatala ka na jamana camancɛyɔrɔ la Moti mara la an y'a yira k'a fɔ n ko hadamadenya hakɛw caman dangari kɛr'u la o wale ninnu fɛ o sigida ninnu fana kɔnɔna na an ka jateminɛ ser'o ma. an y'a ye k'a fɔ jamana kɔrɔbila na siɲɛ caman bin bɛ kɛ fagali bɛ kɛ n'o wele nanzarakan na ko exaction jɛkulu mana fɔ tuguni Bamanciw b'a kɛ aw yɛrɛ fana jo sara tilamaw ko finitigiw dɔw kɛ aw y'olu jateminɛ wa? Awɔ an ka jateminɛ sera k'a fɔ ko Bamanciw n'o ye an ka gurupuw ye n'a bɛ fɔ olu ma ko groupe d'autodéfense olu ye fali dɔw kɛ nka an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ an yɛrɛ fana ka finitigilakaw fana ye fali dɔw kɛ an ye o jateminɛ minnu kɛ olu jaabiw an ye olu bɛɛ de bɔ gafe in kɔnɔna na an y'a yira k'a fɔ fan bɛɛ fɛ groupe armé ninnu olu bɛ faliw kɛ an yɛrɛ fana ka finitigilakaw bɛ fali dɔw kɛ.
Oh, ni je sais que conseil na yera ka fo bunti fagal ko kera yimo français fini tout fait olu ko ko le bamanchu fa ministre ko bamanchu ma fa parce que da mo fa o ju sara sala mo o re fini ko kan yera ko jugo de boss so le chara oh on me fait sosalinga no ya chugumina jamana nyamoro u yera ku ka enquête ke u kata parce que kuma kan fla di do doko ko le bamanchu fa doko ku ye konyokela u de fa dugudenw de fa k'u to kɔɲɔ sen fɛ o kuma min fɔra ministre fɛ o ni dugudenw ka kumakan bɛɛ kɛra kelen barisa anw yɛrɛ de fɔlɔ sɛgɛsɛgɛli kɛ bonti fali in na an ye tabitali pulaku mɔgɔ dɔw ɲininka ne yɛrɛ y'u wele k'u ɲininka barikani ye min fɔ ministre ye min fɔ olu tun y'o kelen de fɔ ne ɲɛna k'a fɔ k'u ka duguden dɔw de tun bɛ kɔɲɔ na kɔɲɔkɛ n'a a jɛɲɔgɔnw de y'u fara ka bɔ mɔgɔ tɔw la ka taa k'u bɛ taa u ka ɲɛnajɛ kɛ u danna u cɛ dama u ti doroko musow la k'u taara ka taa olu de fa tabitali pulaku ɲɛmɔgɔba abuso o de da y'o fɔ ne ɲɛna donc ni ministre ka sɛgɛsɛgɛli nana n'o ye anw t'a fɔ nin ye jotigi ye nin ye jalakitigi ye anw b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka enquête kɛ ka tiɲɛ ni nkalon bɔ ɲɔgɔn na n'a y'a sɔrɔ tigi tiɲɛ bɛ min fɛ u k'o fɔ maa minnu kan ka ɲangili minnu kan ka ta olu ɲangili ka kɛ wa minnu bɔnna n'u ka hakɛ la u bɛ se ka u ka hakɛ bɛ se ka segin u ma cogo min na ka segin k'u ma ka tasibila kɛ ka se maa sali ninnu ma k'u kɔmɔgɔw k'u ko suma. ni ko n'o fana kɛra ka denmisɛnnin caman bali kalan na o fana ye hakɛ dɔ ye aw sera ka jateminɛ k'olu kan wa. an ye jateminɛ kɛ an y'a yira k'a fɔ jamana camancɛ yan fan fɛ n'o ye Moti mara ye UNICEF ka jateminɛw kɔnɔna na école caman datugulen don denmisɛnnin bayirikaw olu dɛsɛlen don kalan na nin y'a san damadɔ ye salon l'école karamɔgɔw ka san kelen grève fana nana ka na dɔ fara kan an y'a yira k'a fɔ kalanko denmisɛnninw ka hakɛ don nka hakɛ min don u bɔnnanen don a la nin y'a san damadɔ ye jamana ɲɛmɔgɔw ka wuli ka jɔ kɛ u ka cɛsiri kɛ denmisɛnninw bɛ se ka kalan cogo min na. o to sera ko yɛrɛ bɛ lahala jumɛn ka Mali la bi yala a b'a la ka labato wa wala a t'a la ka labato jo sariya adamadenw ka hakɛw lafasali a b'a la ka waleya ka ɲɛ wa wala a t'a la ka labato. bon adamadenw ka hakɛ lafasali an kɔni b'a kan an b'a kan barisa an y'a ye k'a fɔ wale dɔw taara kɔsa in na o bɛ dankari kɛ adamadenw ka hakɛw la nka se min bɛ anw ye o ye ka welewelema da ka taa jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a f'u ye u ka wuli u ka cɛsiri hadamadenya hakɛ min b'a la ka lakari u ka fɛɛrɛ kɛ a bɛ se ka lakilen cogo min na taabolo wɛrɛ bɛ anw bolo ka jamanadenw kalan hadamadenya hakɛw la u yɛrɛ k'u ka hakɛw dɔn n'u y'u ka hakɛw dɔn n'a lagosira u kan ka kani cogo min na u k'o dɔn wa u kan ka fɛɛrɛ fana kɛ min yɛrɛ b'a to u ka hakɛw tɛ lagosi o ye Amnesty ka taabolo dɔ ye. ne tɔgɔ ye Aramata Gise ne ye Amnesty International directrice exécutive ye Mali la. dakulan kelen bu ye madame ko min kɛra bonti quoi donc vraiment ale k'a ka enquête kɛ quoi hali o la siranya bɛ an na o la an b'a fɛ jɛkulu ka sigi n'u k'o ma ko commission indépendante